Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Lambert Daubrier. Avant de vous présenter l'association Réavi, j'aimerais au préalable un peu me présenter. Moi, je suis maçon de formation et après j'ai bifurqué vers l'architecture. Et donc un peu tout ce parcours-là m'a permis de me lancer dans l'association Réavi et plus particulièrement dans la gestion d'une plateforme qu'on appelle une plateforme de massification. Ces éléments-là ont fait que on a exploré, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'association, beaucoup de principes et plus particulièrement essayer de massifier le reconditionnement des matériaux de réemploi qui paraît être quelque chose de, pour nous de très important, étant donné que ça permet de produire des matériaux de qualité. Donc rapidement, voilà, cette présentation-là va être une introduction sur l'association Réavi. Ensuite, on va se poser la question du reconditionnement. Ensuite, comment est-ce qu'on met en pratique ce reconditionnement, avec quelques définitions aussi qui peuvent être assez intéressantes d'explorer. Et pourquoi pas se poser la question de la transition entre l'artisanat jusqu'à l'industrialisation, étant donné que maintenant que le réemploi devient de plus en plus mûr dans la société et dans les demandes des maîtrises d'ouvrage ou des maîtrises d'œuvre, on se doit de pouvoir fournir aussi des matériaux en grande quantité pour pouvoir respecter les exigences de chacun. Donc, Réavi. Réavi, on est une association. C'est une association qui a été créée en 2017 par un regroupement d'architectes, de chefs de chantier, mais aussi de personnes qui viennent d'autre part, comme des personnes qui travaillent à la médecine du travail ou juste des citoyens désireux de baisser les déchets du bâtiment. Donc Réavi, on a tout un panel d'activités qui est assez large finalement. Et toutes ces années d'expérience nous ont permis de développer finalement une expertise dans le réemploi. L'expertise, ça commence déjà par le diagnostic. Savoir identifier des matériaux, savoir les caractériser. Donc, ça nous permet voilà, d'utiliser notre expérience de chantier et à un moment de la transcrire dans les diagnostics. Donc maintenant, on propose à différentes structures des diagnostics qui soient PEMD ou des audits de ressources. Il faut bien voir la différence entre les deux parce que c'est finalement pertinent d'avoir un diagnostic PEMD, mais un audit de ressources va être un outil beaucoup plus précis, où toutes les ressources vont être définies avec un objectif de réemploi et peut-être une possibilité de le réemployer in situ, ex situ, transformé ou non. Ensuite, évidemment, on réalise de la déconstruction sélective. Donc la déconstruction sélective, comme vous le savez tous, ça a deux aspects. Ça peut être récupérer un maximum de matériaux dans un bâtiment qui a un fort potentiel de réemploi, ou ça peut être aussi du curage sélectif. Le curage sélectif, c'est tout pareil, de faire de la déconstruction sélective, mais ensuite aller plus loin vers le curage total du bâtiment et de pouvoir suivre l'essai de flux. Ici, petite photo qui est assez emblématique pour l'association Réavi. Ça représente la déconstruction sélective du pavillon Morland à Paris, qui avait été construit avec des éléments provenant d'un bâtiment juste à côté par le collectif ETC, enfin dessiné par le collectif ETC. Donc voilà, une opération très très circulaire. Ensuite, évidemment, il ne faut pas oublier la partie de transport des matériaux. Les déconstruire, c'est bien, les amener quelque part, c'est mieux. Et donc, on a différents moyens de transport, que ce soit des moyens de transport en interne, mais aussi externalisés pour pouvoir transporter de grands volumes. Ce qui implique d'avoir aussi des plateformes de massification qui acceptent de gros volumes de matériaux. Évidemment, toute une partie de notre activité se base sur le recyclage des matériaux, étant donné que soit sur chantier où on va devoir déconstruire, faire du curage et donc trier nos matériaux à la source, mais aussi sur plateforme où tous les matériaux n'ont pas une possibilité de réemploi et donc on va devoir séparer la matière l'une de l'autre pour pouvoir la recycler au mieux. Mais ça se passe aussi avec le vitrage où on a une activité de séparation du verre plat, du PVC, pour pouvoir créer de la valeur et donc revendre ces deux matières-là. Mais les matériaux de réemploi, notre objectif, c'est aussi de pouvoir les transformer et donc en faire quelque chose d'autre.
Donc, on a différentes activités de par la récupération, la déconstruction sélective, utiliser la matière, la transformer pour en créer de nouveaux objets. Ici, un projet emblématique qui est dans le Grand Est, à Montigny-lès-Metz, pour un nouveau quartier. On a réalisé 100% en matériaux de réemploi la maison du projet dans un bâtiment existant. Et donc, tous les matériaux de cette maison du projet viennent des différents bâtiments, donc anciens bâtiments de l'armée, qui se trouvent aux alentours. Et enfin, une partie, somme toute très importante, la vente de tous nos matériaux de réemploi qui sont au préalable reconditionnés par nos équipes. Pour vous faire un petit filage de comment l'association fonctionne, et ben, finalement, notre fonctionnement, c'est de s'installer dans des plateformes. Donc, ces plateformes-là, on les appelle les plateformes solidaires. Et petit à petit, on a installé des plateformes dans différents endroits. Donc actuellement, 2 plateformes sont ouvertes, mais plusieurs plateformes ont été mises en place au préalable. Donc la première plateforme, celle de Châtenay-Malabry, a été l'occasion de tester le modèle et de voir qu'est-ce qui était possible. L'idée de Châtenay-Malabry, c'est qu'on était installé directement sur un site en déconstruction ou en démolition, et on vendait sur site les matériaux qui étaient reconditionnés aussi sur site. Donc c'est là où en fait le modèle de l'association a pris corps et où on a compris la pertinence d'avoir un espace de stockage que l'on appelle tampon, de massification des matériaux, qui donne un temps entre la déconstruction, la démolition et le rachat des matériaux. Ensuite, nous sommes installés à Antony et là on a un peu changé d'échelle. D'un petit bâtiment, on est arrivé sur une surface d'entrepôt de 1500 mètres carrés. Et donc, on a continué à développer le système et à agrandir la boutique, agrandir les espaces de reconditionnement et agrandir évidemment les espaces de stockage. Ensuite, on a eu l'opportunité de pouvoir ouvrir une plateforme à Porte d'Ivry, à Paris. Et là encore, on a testé le modèle en ayant peut-être une pertinence un peu plus importante, étant donné que notre rapport à la ville était beaucoup plus proche et donc la boutique fonctionnait d'autant mieux. Encore une fois, sur ce site de Montigny-lès-Metz, outre la maison du projet qui a été construite, on a installé juste à côté une petite boutique qui permet de vendre des matériaux directement, mais aussi de faire de la sensibilisation dès le début de la réalisation d'un projet à grande échelle des futurs occupants du site pour pouvoir leur proposer et leur montrer que des produits de réemploi sont aussi des produits de qualité s'ils sont bien reconditionnés. Et enfin, une plateforme qui a ouvert il y a 2 ans, la plateforme de La Courneuve. Donc moi, cette photo me fait toujours un peu rire, c'était les tout débuts de cette plateforme-là. Et donc là, la plateforme de La Courneuve, c'est une plateforme qui a été souhaitée par la communauté de communes de Plaine Commune, en tant qu'expérimentation, de voir quelles étaient les opportunités qui pouvaient être créées par avoir sur un territoire une plateforme de massification et une boutique, et de voir quelle dynamique pouvait être créée. Donc, excusez-moi, il y a quelqu'un qui casse quelque chose. Pour revenir plus particulièrement sur une plateforme solidaire, il y a plusieurs zones qui sont définies pour pouvoir avoir un flux logistique le plus efficace possible. Donc, tout d'abord, on a une zone qui s'appelle une zone de dépose. Donc, nos matériaux qui sont déposés par nos équipes vont être entreposés dans une zone tampon dès l'entrée de la plateforme, qui vont nous permettre de sélectionner, après transport, quels sont les matériaux qui ont été endommagés ou non, et quels sont les matériaux qui peuvent être stockés. Ça nous permet aussi, dès les débuts, de référencer nos matériaux dans notre stock au global, dans un logiciel de stock. Ensuite, un espace de massification. Donc là, nos matériaux sont entrés dans plateforme sans être conditionnés, mais en ayant au moins été vérifiés au préalable pour ne pas stocker des matériaux qui sont en mauvais état et donc qui occupent de la place, mais qui ne permettent pas qui ne pourront pas être valorisables. Ensuite, un endroit de reconditionnement. Donc là, c'est un petit laboratoire où on vient nettoyer, tester, vérifier les différents produits que l'on a dans notre stock pour pouvoir les vendre. Donc, cet endroit de reconditionnement, on a essayé de le faire
évolué tout au long des 2 ans et demi de la plateforme solidaire de la Courneuve pour pouvoir améliorer petit à petit notre méthodologie de reconditionnement. Et donc, on va voir ça un peu plus tard, de créer des fiches d'autocontrôle qui permettent de vraiment suivre tout un processus de reconditionnement pour nos employés. Un atelier de transformation qui nous permet de aussi modifier des produits. Finalement, il y a des fois quand il nous manque des tables pour une commande, et ben, rien ne nous empêche de transformer des portes en tables avec des fois des éléments quelconques. Ce qui est souvent très intéressant aussi pour la sensibilisation de nos clients, pour voir ce qu'il peut y avoir en plus que le réemploi des matériaux bruts, enfin bruts, pour un usage identique à son usage initial, et aussi pour pouvoir transformer de la matière qui était soit destinée au recyclage, soit à l'élimination. Enfin, toute une zone sur notre plateforme qui est une zone de recyclage, où là, tous nos éléments qui sont des surplus de chantier, des éléments qui sont trop petits, qui n'ont pas la potentialité d'être vendus, viennent être séparés. On peut prendre l'exemple d'un lavabo avec toute sa quincaillerie. Et ben, on va venir séparer toute la quincaillerie du lavabo pour pouvoir, d'une part, garder des pièces détachées, mais ensuite, si le robinet est en mauvais état, pour pouvoir le recycler. Et évidemment, le lavabo, s'il est en mauvais état, pour pouvoir le mettre dans une benne pour les déchets inertes. Et enfin, un espace de vente où là, nous sommes ouverts aux particuliers comme aux professionnels pour pouvoir vendre nos différents produits qui ont été reconditionnés par les équipes et donc diffuser une fois de plus le réemploi et montrer sa pertinence. Donc, on va dès à présent rentrer dans le cœur du sujet qui parle du reconditionnement. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce petit schéma qui permet de voir déjà une première différence qui est une différence fondamentale dans les matériaux de réemploi, c'est la provenance du matériau. Est-ce que c'est une provenance inconnue ou est-ce que c'est une provenance connue? Tout cela va déterminer, vous allez le voir plus tard, les différents tests que l'on va devoir faire sur nos matériaux ou l'analyse, est-ce qu'elle va être un peu plus fine, un peu moins poussée, un peu plus poussée pour nos matériaux. Donc, on a essayé de définir dans l'association une façon aussi de vendre nos produits. Et donc, on en a défini 4. La première, c'est d'une part la vente de nos produits directement au pied du chantier. Ça, c'est très important pour nous, c'est que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une partie de nos clients qui souhaitaient eux-mêmes nettoyer les produits pour des produits qui sont facilement nettoyables. On peut prendre par exemple des poignées de porte, des portes, et là, on vend directement nos produits au pied du chantier. Ça a un intérêt assez fort, c'est que ça limite le transport des matériaux vers une zone de stockage, puis vers un client final. Et aussi, ça permet de baisser radicalement le prix de nos produits, étant donné qu'on s'élimine toute une partie de transport, de stockage, de temps de stockage et de reconditionnement. Ensuite, on a une première partie, donc là c'est à l'arrivée de la plateforme, où nos produits sont seulement nettoyés. Un premier nettoyage assez succinct permet de définir et de vérifier la possibilité de réemploi de nos produits et de voir s'ils n'ont pas, s'ils sont viables pour réemploi. Donc, s'ils ne sont pas cassés, s'il n'y a pas de fêlures qui n'ont pas été repérées durant le chantier ou créées durant le transport. Et donc, à partir de cette phase de nettoyage, on va passer dans une phase de transformation. C'est là où on va venir agir sur le matériel pour lui redonner en premier lieu un aspect global ressemblant le plus possible au neuf, et ensuite un aspect qui va le plus possible ressembler aux différentes normes qui peuvent s'appliquer sur un produit. Je vais me permettre de faire une petite digression parce que j'avais ce matin même une réunion avec le CSTB où on a vu que entre cette période de reconditionnement et de test, on pouvait peut-être ajouter une période d'analyse qui permet de vérifier si le produit, en fonction de sa date de production, en fonction des différents codes que l'on peut retrouver dessus, est
correspondant aux dernières normes en vigueur, ce qui peut des fois impacter un projet. Ensuite, après cette phase de test, il y a une phase de vente. Et à partir de cette phase de vente, c'est directement la fin de la responsabilité que l'on a sur un produit. Donc, les politiques de responsabilité, c'est aussi une question qui est assez difficile pour l'instant à démêler, étant donné que si on se rapproche d'un modèle industriel, en prenant par exemple la norme CE, eh bien, le moment où un produit perd sa norme CE, c'est à la sortie de l'usine. L'industriel ne veut pas s'engager sur la qualité de son produit quand il a été, par exemple, installé dans un magasin et où il peut être altéré. Ou même le moment où le carton de protection du produit peut être altéré par le transport. Donc, au début, pour une petite anecdote, au début, quand je suis arrivé chez Reavi, mon objectif était de pouvoir respecter au mieux les différentes normes qui étaient proposées par l'industrie. Et finalement, on voit qu'on a peut-être une possibilité de proposer non pas une norme sur les matériaux de réemploi, mais une qualité de reconditionnement et une qualité générale du produit. Donc, je vous propose ici de déjà se baser sur la loi. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, j'ai trouvé une définition qui vient du Code du commerce sur qu'est-ce qu'est un matériel qui est défini comme un produit reconditionné. Donc là, on voit qu'il y a deux grands principes. C'est que tout d'abord, le produit, pour être défini comme reconditionné, doit avoir un test sur toute sa fonctionnalité afin de répondre aux obligations légales. Donc là, on voit qu'on doit se rapprocher de la norme. Mais finalement, avec nos produits de réemploi, c'est des produits qui ont déjà été produits par un industriel qui devait respecter une norme. Donc là-dessus, à part des matériaux qui peuvent être définis comme vintage, on peut partir du principe que notre matériel respecte une obligation légale. Ensuite, notre matériel peut aussi subir des modifications pour lui restituer ses fonctionnalités ou finalement y ajouter des fonctionnalités. Par exemple, il y a peut-être la possibilité qu'un matériel de réemploi ne respecte plus une norme, mais on peut se poser la question de si on y ajoute un élément pour le faire accéder à cette norme, il y a modification, mais celle-ci permet de restituer les fonctionnalités. Donc, cette définition est assez intéressante pour nous parce que se baser aussi sur les cas d'école qui sont faits dans la loi, par exemple sur les produits reconditionnés dans l'automobile ou les produits reconditionnés dans la technologie, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, eh ben, on va pouvoir avoir quelques pistes sur comment est-ce que nous aussi, on va pouvoir agir sur la qualité de nos produits, la qualité de notre service après-vente et la qualité de la vente. Ensuite, faut quand même se rappeler, et c'est finalement ici mon côté architecte, que dans un bâtiment, il y a énormément de lots. Et dans chacun de ces lots, il va y avoir aussi une quantité, somme toute significative, de produits. Ça fait partie d'une des grosses problématiques que l'on a actuellement dans le monde du réemploi et particulièrement peut-être dans l'association Reavi, c'est de savoir comment est-ce qu'on va catégoriser nos produits, trier nos produits pour qu'ils puissent être dans des ensembles qui soient cohérents. Donc, ça reste une grosse problématique parce que avec tous ces lots-là, il y a différentes normes qui vont s'appliquer sur chacun de ces produits, mais aussi différentes contraintes, différentes exigences. Et donc, c'est bien ça qui montre le problème des matériaux de réemploi, et plus particulièrement, moi, je peux parler des matériaux de seconde œuvre, c'est que c'est qu'un ensemble très complet de matériel, et donc on va devoir s'adapter sur chacun de ces matériels. Donc, maintenant, peut-être que dans la pratique, on peut plutôt se poser la question des attentes de nos clients et de quelle est la destination finale du produit. Donc, on peut
voir que dans notre boutique Renouveau, dans les boutiques qu'il y a sur chacune de nos plateformes, on a une variété de clientèle, que ce soit des clients particuliers qui, eux, recherchent un matériel qui est propre, mais sans avoir besoin de tests très poussés, pour une installation de manière individuelle chez eux. Et donc, finalement, les premières attentes de ces personnes-là, c'est juste d'avoir un produit de qualité et peut-être à moins cher, ou de seulement avoir une envie de soutenabilité et donc de réduire leur impact carbone par l'achat de matériaux de réemploi. Mais aussi, on peut avoir des clients professionnels qui, eux, vont devoir, pour les besoins d'un chantier, fournir tout un ensemble de documents, de fiches techniques pour chacun des produits. Ou en tous les cas, pour un projet où des matériaux sont identifiés comme étant validés pour réemploi sur un chantier, eh bien, ça sera à nous, associations, vendeurs de matériaux de réemploi, de pouvoir justifier d'une qualité minimum du produit. Et donc, ces actions vont devoir être totalement intégrées à notre produit initial pour pouvoir justifier à notre client que des étapes ont été suivies pour vérifier les possibilités d'usage du produit dans de bonnes conditions. Et donc, à travers du Tour de France de réemploi que l'on a réalisé que l'on réalise actuellement depuis 1 an sur l'association, avec l'association, l'idée a été de partager des connaissances avec des structures qui font du réemploi, mais aussi des bureaux de contrôle et des bureaux d'études, qui nous permettent en fait de savoir quelles vont être les limites qui seront demandées pour l'installation de matériel de réemploi sur différentes typologies de projets. On peut prendre un exemple qui est assez intéressant, c'est celui de l'habitat individuel ou de l'habitat collectif. Eh bien, pour de l'habitat collectif, on va nous demander des tests plus importants sur nos produits de réemploi, étant donné que les quantités achetées vont être plus importantes. Et donc, la maîtrise d'ouvrage va vouloir être rassurée sur la qualité du produit. Et donc, pour cela, nous, on va devoir définir une méthodologie de test sur un pourcentage des produits qui vont être vendus afin de justifier que le gisement qui est proposé à la vente est un gisement cohérent et n'ayant pas de problème structurel. Attention, il faut bien prendre en compte que ces tests-là ne vont pas devoir être réalisés sur la vente finale au global, mais bien sur chacun des gisements initiaux, étant donné qu'on peut vendre des lavabos de même marque, des lavabos tout à fait identiques, mais qui proviennent de chantiers différents. Et donc, pour chacun des chantiers, on va devoir réaliser des tests et une vérification par chantier et non par produit. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça montre que un des nerfs de la guerre du réemploi, c'est bien la traçabilité. Et donc là, en revenant sur la provenance de notre élément, eh ben, on comprend mieux une provenance connue ou une provenance inconnue. Une provenance connue va être une provenance qui provient de chantiers qui ont été faits, par exemple, en interne chez Reavi, où l'on connaît la localisation du projet, on connaît peut-être la date de rénovation ou de construction du bâtiment, et donc on connaît beaucoup d'éléments sur le produit qui va être déposé. Ça va nous permettre de peut-être le situer en amont ou en aval d'une norme qui a été définie par le législateur. Alors qu'une provenance inconnue va poser plusieurs questionnements. D'une part, on va devoir vérifier au préalable qui est le vendeur de ce matériel, qu'il y a un transfert de propriété. Faut savoir que nous sommes tous propriétaires des matériaux qui sont chez nous ou qui sont pour les maîtrises d'ouvrage dans un bâtiment, et on reste légalement propriétaire de ce matériel, responsable de ce matériel pendant une durée assez longue. Et donc, on ne peut pas se séparer de son matériel ou
par exemple, le jeter dans la nature comme ça. Et donc, pour cette provenance inconnue, on va devoir vérifier que bah, voilà, ce matériel a été déposé par telle entreprise ou est déposé par tel particulier, peut-être en plateforme, et respecte bien déjà un premier élément. Et ensuite, donner à la personne qui nous a apporté ce produit un document qui entérine la cession de propriété. Ensuite, on reste dans notre schéma normal. Et là, on va juste nettoyer le produit pour vérifier une fois de plus si celui-ci est en bon état. Mais on peut voir petit à petit que pour une provenance externe, il y aura plus de tests à effectuer. Pareil, parce qu'on ne connaît pas aussi la méthodologie de dépose. Et donc, nous, en tant que vendeur final, on va devoir s'assurer de la bonne efficacité de notre produit. Donc, entre le nettoyage et le reconditionnement, et pour le coup du reconditionnement jusqu'à la vente du produit, là, on va devoir prouver quels sont ces tests. Et donc, en interne chez Reavi, on a développé un matériel qui sera diffusé, je l'espère bientôt, en open source, qui s'appelle des fiches d'autocontrôle. Ces fiches d'autocontrôle sont des éléments qui sont apposés sur chacun des matériaux et qui définissent des étapes à suivre dans un ordre précis pour pouvoir passer du produit en juste déposé à nettoyer, reconditionner, puis tester. En fonction des demandes de notre client, on va de plus en plus loin dans la fiche d'autocontrôle. Et donc, il faut bien voir qu'une fiche d'autocontrôle va être soit accolée à un élément ou accolée à un ensemble d'éléments. Ce sera peut-être une feuille d'autocontrôle pour 10 lavabos. Ça va être quelque chose que nous, on est en train de tester pour pouvoir voir aussi quelles sont nos capacités de production de matériaux réemployés. Ensuite, et aussi pour en revenir à ces feuilles d'autocontrôle, on a essayé de réfléchir sur quelle était la meilleure façon pour nous de regrouper cet ensemble d'éléments de seconde œuvre. Comme on l'a vu, les lots de la construction sont très variés, et donc il y a plein d'éléments. Donc nous, on a décidé de se baser dans l'association Reavi sur la classification qui est définie par la Fédération française des assurances, qui parle de famille, donc qui est un groupe de différents corps d'État qui vont installer une typologie de matériel, et ensuite par activité, où là, ça va être par exemple, dans la famille toiture, il va y avoir l'activité de pose d'isolant ou de charpente ou de voilà, différents éléments. Ça, c'est très intéressant pour nous aussi de travailler sur cette nomenclature, car ça nous permet de aussi avoir une discussion un peu plus directe avec les assureurs et avec leur méthodologie en interne. Pour assurer un produit ou pour assurer une entreprise, et bien finalement, l'assureur va avoir un ensemble euh, de désordres qui peuvent être liés à un produit. Et donc nous, l'objectif, c'est de comprendre ces désordres-là pour pouvoir repérer quelles peuvent être les failles dans un matériel réemployé. Donc ça, c'est une méthodologie de classification que l'on a en interne, mais à ce que je crois voir, finalement, cette question n'est pas close du tout et très variée en fonction des différentes structures. Donc, ça, c'est aussi à tout à chacun de trouver peut-être la meilleure façon de le faire. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais l'idée, c'est de pouvoir, enfin, l'idée pour Reavi, c'est de pouvoir grouper des matériaux dans un ensemble d'éléments assez précis pour pouvoir aussi optimiser le reconditionnement de nos produits. Mais d'une certaine manière, il faut aussi comprendre les éléments.
Donc ça fait aussi partie d'une pratique qu'on a en interne, c'est la formation de nos employés, qui sont, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais tous des employés en insertion professionnelle. Donc notre objectif, c'est de pouvoir simplifier au maximum les différents matériaux sur lesquels on est confronté et de pouvoir les décortiquer. Je trouvais intéressant de pouvoir utiliser une image d'un brevet, étant donné que c'est quand même un élément qui essaie d'une part d'être simplificateur pour ne pas donner trop d'informations à de potentiels concurrents, mais aussi qui se doit d'être extrêmement précis pour pouvoir protéger au mieux le produit. Et donc, cette rencontre entre la simplification et aussi la complexité nous permet, en tant que formateur pour nos employés, d'insister sur quelques problématiques de nos produits. Et cela montre aussi que on se doit peut-être de simplifier un groupe de matériel qui peuvent aller ensemble. On peut prendre par exemple les fameuses vaisselles dans le bâtiment, donc tous les éléments de céramique. Euh, on va avoir besoin des mêmes produits, du même temps pour nettoyer un urinoir, un lavabo ou un WC. Et finalement, ces différents produits restent exactement les mêmes. Il y a un système d'adduction d'eau et un système sur le même produit d'évacuation. Donc, pour en revenir à notre schéma, euh, donc, sur nos deux présences, il y a une part d'actions qui vont être réalisées sur nos produits, qui vont être définies comme non critiques. Le nettoyage, le reconditionnement, qui vont être des actions de vérification, peut-être de retirer des produits qui ont été posés sur nos matériaux, euh, de tout ce qui peut être assez simple comme process. Et ensuite, toute une partie de cette transformation qui peut être considérée comme critique. Là, ça va être des tests de nos matériaux à la charge. Des tests pour savoir si l'écoulement d'un produit se fait selon la bonne norme. Peut-être de tests pour vérifier si une porte coup-feu est bien résistante au feu, selon la fiche technique qui a été proposée par le constructeur. Euh, donc, c'est cette dichotomie en fait entre des éléments qui sont un reconditionnement simple ou un reconditionnement critique va peut-être amener dans le futur à une renormalisation de nos produits. Peut-être que ça ne sera plus la norme CE, mais ça sera une norme CR pour réemploi. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir rassurer l'installateur final sur la qualité du produit. Et donc, finalement, dans l'association Réavi, nous, notre façon d'appréhender toutes ces questions-là de vente des produits, d'assurabilité, de normalisation, de vérification de nos produits, eh bien, on le fait par l'expérimentation beaucoup. Donc, cette expérimentation se passe par, par une capacité que l'on a à parler avec euh, différentes entreprises et conseiller ces entreprises sur des matériaux qui ont un fort potentiel de réemploi ou non. Mais aussi de pouvoir prendre en main directement depuis un chantier la déconstruction sélective, ça nous permet aussi de repérer quels sont les matériaux sur lesquels on va devoir un peu se focaliser, car on les trouve en grande quantité. Euh, Comme je le disais en introduction, les prochaines étapes de l'association Réavi, c'est de se tourner de l'artisanat vers l'industrialisation de notre pratique et de pouvoir abonder le marché avec de plus en plus de matériel de réemploi qui seront vérifiés, testés par nos équipes. Mais pour pouvoir réaliser une fiche d'autocontrôle, comme je vous l'ai défini, c'est un élément qui permet étape par étape de pointer des étapes de reconditionnement.
il faut pouvoir intégrer cette fiche d'autocontrôle dans un livret de famille. Ce qu'on appelle, c'est un livret qui rassemble les connaissances globales sur un produit, mais plutôt une famille de produits. Je prenais l'exemple tout à l'heure des produits comme les produits des lavabos, les toilettes, les urinoirs. Et bien finalement, ça c'est une famille qui est la même et où il y aura de petites différences sur les tests à produire peut-être, mais sur le reconditionnement de ces matériaux-là, celui-ci se fait d'une même manière, avec les mêmes outils, avec les mêmes temps de bain dans une cuve de vinaigre. Et donc, ces livrets de famille apportent aussi tout un corpus qui peut permettre de montrer que nous sommes en totale connaissance des différentes exigences qu'il y a sur chacun des produits. Et donc, je l'espère, pouvoir sensibiliser pouvoir sensibiliser et peut-être convaincre des assureurs ou des entreprises de la viabilité de notre travail. Et ensuite, en interne, il faut pouvoir tout le temps avoir une très bonne traçabilité des produits qui ont été déposés par nos équipes. Cette traçabilité, c'est très important pour nous car c'est celle-ci qui nous permet aussi, dans un bilan global d'une activité de réemploi, de pouvoir donner des indicateurs pertinents sur la viabilité de notre démarche, qui est celle de réduire l'impact du bâtiment sur la production de déchets. Et donc de trouver dans cette traçabilité peut-être des notions qui sont plus pertinentes qu'un poids en tonnes au global, mais peut-être de la réduction de l'impact carbone que l'achat d'un produit de réemploi a confronté à un produit neuf. Donc ça, c'est toute une proposition qu'on est en train de faire, c'est que il faut peut-être aussi réfléchir une pondération dans on l'espère peut-être une future loi, de ces matériaux de réemploi, quel est leur réel impact en termes de réduction des déchets, mais aussi de production de gaz carbonique. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide des travaux actuellement mis en œuvre par l'association Réavis sur le reconditionnement des matériaux, sur toutes les différentes réflexions que l'on a sur ce reconditionnement, mais aussi finalement sur quelques éléments un peu nouveaux qu'on peut prendre en compte, c'est que je pense qu'on se dirige plus vers le fait de rassurer des personnes qui vont devoir agir sur les matériaux de réemploi, donc des entreprises principalement, et les rassurer sur les qualités de nos produits, mais par le reconditionnement, par les différents tests qui peuvent être effectués, plus qu'apporter une assurance à chacun de nos produits, étant donné que il faut quand même prendre en compte qu'actuellement, les entreprises qui proposent des matériaux de réemploi à la vente sont souvent de petites structures et que ces petites structures n'ont pas la capacité de pouvoir se, se payer, on va dire, simplement, une assurance au global sur nos produits. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous le souhaitez, je peux répondre avec plaisir à vos différentes questions. Merci beaucoup Lambert, ça a été vraiment très intéressant et on a déjà des questions. Alors il y a 2 questions sur la plateforme. Qu'est-ce qui se passe avec le stock à la fermeture d'une plateforme? Et est-ce que les plateformes vous appartiennent? Alors, qu'est-ce qui se passe avec le stock à la fermeture d'une plateforme? Alors, on essaie comme je vous l'ai dit, les plateformes de Réavis, les plateformes solitaires sont un enchaînement d'expérimentation. Et donc, plus on a fermé et ouvert des plateformes, plus on a amélioré notre façon de transférer des matériaux ou de les recycler. Donc déjà, la fermeture d'une plateforme, il faut voir ça des fois comme une chance, qui permet de re-rationaliser un peu le stock de produits qu'on a en possession. Donc il y a des éléments qui, finalement, si on voit qu'au bout d'1 an, ils ne sont pas vendus, et ben, directement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les recycler. Donc pour les recycler, on va prendre l'exemple
d'une dalle de faux plancher, j'en ai juste à côté de moi, et ben on va venir retirer la partie métallique sur son pourtour pour pouvoir recycler le métal, recycler la partie en médium de l'autre, et retirer avec, bon, c'est assez simple en fait, juste avec un grattoir, la partie plastique. Donc déjà, on essaie d'avoir un turnover de nos produits assez important et de ne pas garder des produits qui ne peuvent pas se vendre. Il faut aussi se replacer dans un contexte. On est sur l'île de France où le prix au mètre carré, même de la location, même pour nous qui sommes dans une plateforme temporaire et à faible loyer, reste vraiment conséquent. Et donc, voilà, on ne peut pas non plus se permettre d'avoir des stocks qui sont pleins de choses qui ne sont pas vendables. Et le deuxième, c'était, est-ce que toutes les plateformes vous appartiennent? Alors non, toutes nos plateformes ne nous appartiennent pas, et finalement, c'est bien le principe du réemploi. L'idée, c'est de pouvoir au mieux réemployer les bâtiments avant de réemployer les objets. Et donc, on trouve ça pertinent d'être en occupation temporaire, même si l'occupation très temporaire, ce n'est pas quelque chose de très, très pertinent. Donc, nous, on aimerait bien pouvoir occuper des bâtiments sur des périodes au moins de 4 à 5 ans, pour pouvoir avoir le temps de s'installer, mais aussi d'aménager une plateforme, parce que finalement, l'aménagement d'une plateforme, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais c'est pertinent, enfin, finalement, l'occupation temporaire est quelque chose de très pertinent pour le réemploi. Tu as parlé de provenance connue. Est-ce que c'est un chantier qui a été suivi par Rehavi ou est-ce que ça peut être un chantier suivi par les architectes de l'association? Est-ce que c'est un chantier de démolition? Comment tu considères, la provenance connue? Alors, on définit la provenance connue par un ensemble d'éléments. Tout d'abord, l'adresse du chantier. C'est tout bête, mais de savoir d'où est-ce que l'élément vient. C'est aussi de savoir l'année de construction. Et c'est aussi de connaître la méthodologie de dépose. Et c'est là où la frontière est mince entre les éléments déposés par nos équipes, où on peut justifier par un plan de qualité d'une méthodologie de dépose, ou des éléments qui ont été déposés par un tiers. Et là, ça va être très difficile de justifier d'une méthodologie qui a été réalisée par une autre personne. Donc peut-être qu'on aurait la possibilité de créer un partenariat avec différentes entreprises qui font de la dépose en leur disant bah, moi, si tous vos éléments sont déposés suivant cette méthodologie-là et transportés selon cette méthodologie d'ici, eh bien, on va considérer vos matériaux comme ayant une provenance connue. Sinon, ils seront déclassés en provenance inconnue. Et du coup, vous avez déjà le partenariat avec des entreprises? Si j'ai pas compris, je suis désolée. Alors non, pour l'instant, on n'a pas de partenariat avec des entreprises, mais ça ferait sûrement partie d'une des évolutions, étant donné que c'est toujours un peu frustrant de devoir répondre à des appels qui nous proposent des matériaux et de devoir les refuser, étant donné qu'on ne peut pas justifier de leur provenance. Et donc nous, on sait que la revente de nos matériaux ou les tests à effectuer dessus seront un surcoût qu'on ne peut prendre en compte. Une autre question, est-ce que vous acceptez tous les types de matériaux ou vous filtrez? Alors, on accepte tout type de matériaux de seconde œuvre. On n'est pas encore dans les matériaux de grosses œuvres et finalement, il y a des entreprises qui ont des grosses machines pour pouvoir le faire. Alors que nous, on est vraiment sur un artisanat, on travaille beaucoup avec la main. Donc finalement, le second œuvre, c'est quelque chose de très pertinent. Et c'est peut-être un peu la folie de l'association. On essaie de ne pas se limiter sur les produits. L'objectif, c'est aussi de montrer que tout peut être réemployable s'il s'est bien dessiné au préalable et bien placé dans le bâtiment. Je peux prendre un exemple qui est assez marrant. C'est qu'on va réemployer, on va proposer à la vente des prises électriques, mais aussi les pots de prise. Donc là, je vais avoir une question d'architectes qui vont me parler de l'efficacité énergétique de mon bâtiment si ma prise est de réemploi et qu'elle est posée sur des murs extérieurs. Et ben peut-être que dans notre CCTP, on va devoir
prescrire que toutes les prises qui sont placées dans des cloisons intérieures du bâtiment peuvent être réalisées en réemploi, et toutes les prises qui sont sur les pourtours du bâtiment seront, elles, en neuf pour permettre l'étanchéité du bâtiment. Est-ce que, pardon, comment vous avez accès au diag PMD ressources? Alors, on va plutôt parler de diag ressources en ce moment, parce que le diag PEMD rentre petit à petit dans les mœurs et donc va bientôt arriver à plus grande échelle. Et finalement, on voit que le diag ressources est quand même un élément plus précis qu'un diagnostic PEMD. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte, plutôt pour le côté maîtrise d'ouvrage. Lorsque vous demandez un diagnostic PEMD, en tant que diagnostiqueur, donc moi j'ai la formation, l'association propose des diagnostics PEMD, on définit un ensemble de matériaux qui ont un potentiel de réemploi, on les repère en plan, voilà, selon le décret, selon ce qui est demandé, mais finalement, le décret ne nous demande pas tant de détails sur ces différents matériaux. Et donc, c'est bien le diagnostic des ressources, et peut-être qu'on pourrait l'appeler les diagnostics de ressources ayant potentiel de réemploi, à réaliser, qui permet là aux architectes d'avoir une vision précise de tous les éléments qui peuvent être réemployés sur un élément, mais leur mesure, leur matérialité. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. Un gros avion. Ah, touche pas avec. Ouais, voilà, avec les mains, le micro, ça fait. Ok. Donc voilà un peu la différence entre les deux éléments. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense. Sinon, merci dans le chat de reprendre la question. J'ai une question. Tu as parlé de garantie. Oui. Et le fait que si un produit ne correspond pas aux normes en vigueur, que vous ajoutez un élément pour qu'à nouveau il est en règle. Comment. Alors, est-ce que déjà, pour le dernier, est-ce que tu peux nous faire un exemple et après nous parler de garantie? Alors, excusez-moi, depuis hier, il y a des exercices militaires à Paris. On ne sait pas trop ce qui se passe. Oh God, elle est où la plateforme? À côté du Bourget. D'accord. Alors, Tu veux que je te repose la question? non, c'est bon, je m'en souviens. C'est juste un peu déconcertant. Oh, tu m'étonnes, ouais. Alors, je vais commencer par l'assurabilité et puis je vais finir plutôt par les modifications que l'on peut apporter. Je pense que Ok, très bien. ça serait plus pertinent dans ce sens-là. Donc, l'assurabilité, c'est une grande question. Et j'ai participé à des colloques pour des matériaux de Oh, le son est affreux là. Est-ce que tu touches quelque part ton micro? Ah, désolée. Là, tu as coupé hein, le son. J'ai fait exprès. J'ai coupé le son, mais parce que là, c'était vraiment affreux aussi pour moi. Oh. Je pense aussi pour vous. Mais vous inquiétez pas, ça devrait revenir sans trop de problèmes très rapidement. Donc, pour Assurabilité. cette question, ouais. Donc pour cette question d'assurabilité, non mais je sais pas ce qu'ils font en fait les militaires, ils font ça à faire. Hmm. Excusez-moi pour cette petite pause, mais que ça soit dans le bureau ou dans l'atelier, ça n'aurait rien changé. Ok. Là, je pas trop le choix. Pour nous, c'est Ouais. moins grave que pour toi, à mon avis. Si tu arrives à te concentrer, ouais. Ok, Donc, super. Donc déjà, l'assurabilité, comme je l'ai expliqué, on a essayé de définir en interne des carnets de famille et des fiches d'autocontrôle. Donc nous, ces éléments-là, c'est des éléments qu'on va utiliser comme preuve de notre bonne pratique pour aller voir les assureurs et pour pouvoir
leur expliquer notre méthodologie. Et donc, pour que eux, en tant qu'assureurs, n'embêtent pas l'entreprise qui va être l'entreprise de pose d'un produit de réemploi. Je pense que c'est pas pertinent de demander à une entreprise qui fournit des matériaux de réemploi d'assurer elle-même ses produits. On n'est pas producteur finalement. Et si on reprend la loi, c'est bien à nous, par contre, de prouver que le moment où on a vendu notre produit, tous les tests avaient été effectués pour montrer que ce produit n'était pas dangereux pour quelqu'un, ce qu'on a vu dans la définition, et que les tests ou les modifications effectuées répondent bien à la norme. Donc ça, c'est un premier point. Et donc le deuxième point, c'était, j'y ai un peu C'est un répondu. exemple, Voilà. ouais, c'était faire l'exemple des matériaux que vous transformez pour que ça devienne assurable. Alors, finalement, ce n'est pas des matériaux qu'on va transformer pour devenir assurables. Je peux prendre un exemple qui n'est pas du tout le mien, mais qui est très joli. Vous devez sûrement connaître dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France même, Pachama, qui ont présenté à un assureur toute une méthode pour pouvoir tester et reconditionner des disjoncteurs. Et finalement, sur présentation de la méthode, l'assureur a dit « Ok, moi, je valide le fait qu'on puisse acheter un produit chez vous et je ne vais pas le définir comme technique non conventionnelle dans l'installation dans un bâtiment. » Ok, merci. Il y a deux questions pour la question économique. Est-ce que les matériaux de réemploi issus d'une démarche telle évoquent quand ils sont est-ce qu'ils sont compétitifs par rapport à des matériaux neufs? Alors, bonne question. On va essayer de voir les deux faces d'un même point. Tout d'abord, les matériaux en pied de chantier sont extrêmement compétitifs. Seront 100 fois moins chers qu'un matériau. Beaucoup moins cher qu'un matériau. Excusez-moi, mais j'essaie de le faire tactiquement. Ensuite, tout va dépendre de l'exigence de notre client. Mais nous, notre seule exigence, c'est d'avoir des matériaux qui soient propres, en bon état et de qualité. Et là, après, on peut se poser, et là, je vais venir sur une question qui n'est pas du tout une question du bâtiment, plutôt une question sociale. Acheter un produit qui a été reconditionné et qui est au même prix qu'un produit neuf en France, c'est aussi de financer tout un système qui est... excusez-moi, je vais recommencer à mon explication. Donc oui, on va se rapprocher petit à petit, plus on va faire de tests, du prix d'un matériel neuf. Des fois, on va peut-être même le dépasser pour quelques typologies de produits. Mais ceci est pondérable. On va passer le même temps à nettoyer une toilette qui n'a pas de marque, par exemple, qu'une toilette Vitra. Et finalement, peut-être que sur une toilette tout à fait lambda, on va dépasser le prix, mais sur la toilette Vitra, on sera 2 fois moins cher. L'idée, c'est que nous, étant donné qu'on n'est pas contraint par le marché des matériaux, on va avoir un prix qui sera quasiment tout le temps identique pour n'importe lequel de nos produits. Peut-être que donc un lavabo PMR, c'est un peu plus compliqué à nettoyer, donc ça sera un peu plus cher. Mais entre un lavabo normal et un lavabo PMR ou un lave-main, c'est le même temps qui est nécessaire pour le nettoyage, le reconditionnement, le test et une vérification finalement globale du produit. On retient qu'il faut aller pour les lavabos Vitra chez vous.
Attends, il y a une question qui du coup, l'activité matériauthèque, avec tous ses composants, elle est autoportante financièrement? Alors, pour l'instant, l'activité matériothèque est soutenue par notre activité de déconstruction sélective. Et donc, on peut voir que dans la balance du personnel, donc l'association Réavi, au total, c'est 27 personnes. Il y a 6 personnes en coordination, toutes les tâches se passent dans un bureau. 4 personnes qui sont en encadrement et le reste de nos personnels qui sont principalement sur le chantier, à 2 tiers sur le chantier, à 1 tiers en plateforme. OK. Alors, est-ce qu'il y a une question des maîtres, combien de maîtres d'ouvrage entreprises vous achètent des matériaux? Est-ce que c'est toujours un peu les mêmes? Est-ce que les chartes d'économie circulaire, comme celle de la plaine commune, a boosté l'utilisation des matériaux réemploi? Les matériaux partent au compte-gouttes ou, quand même pardon, par, grande quantité, je pense. Ah, par paquet, pardon, par paquet. Alors, bonne question. Tout d'abord, les chartes d'économie circulaire sont un booster, enfin, Mmh. un très très bon élément, mais nous, en fait, ça nous pose peut-être une problématique ou un défi, plus qu'une problématique. On va préférer le mot défi. C'est que quand il y a 1% qui est réservé au réemploi dans un bâtiment de 15 millions d'euros, eh ben, ça fait quand même beaucoup de lavabo à fournir pour, par exemple, un seul projet. Et donc, nous, il faut qu'on ait la capacité de fournir tous ces matériaux. Donc, je pense que ces chartes d'économie circulaire sont un bon booster pour amener les entreprises à s'intéresser aux matériaux de réemploi. Mais par contre, il faut que nous, en tant que fournisseurs de matériaux, on ait cette capacité de proposer des matériaux de réemploi. Et ensuite, on voit qu'on a actuellement on a de plus en plus de gros clients qui vont venir acheter par palette entière de lavabo. Mais donc ça, c'est pour des grosses opérations. Mais on garde toujours un fonds de roulement de clients particuliers qui viennent s'équiper d'un élément par-ci, par-là en particulier. Mais bon, on a vu là en 3 ans que notre chiffre d'affaires de la boutique Renouveau a basculé de plus de ventes aux particuliers à plus de ventes aux entreprises. Du coup, tu as combien de pourcents de maîtres d'ouvrage publics qui achètent et qui vendent des matériaux chez vous? Alors en pourcentage, je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais il y en a un. Il y en a qu'un seul, OK, d'accord. Mais en maître d'ouvrage public, c'est bien ça la question. C'est Ouais. que actuellement, les entreprises de pose de matériaux, on le sait tous, font leur marge sur la fourniture et pas la pose. Et donc, va aussi falloir tous ensemble qu'on réfléchisse à une manière économiquement viable de proposer des prestations où la maîtrise d'ouvrage achète des matériaux de réemploi en propre, sans pénaliser l'entreprise. Mmh. Oui, mais ça voudrait dire que j'augmente le prix de la pose et ça veut dire en indirect, ou en fait non, en direct quelque part, que le prix de la vasque, derrière toi, doit baisser. Alors, oui et non, mais il y a une question à se poser là-dessus, en tous les cas. C'est Ou clair. c'est l'entreprise qui va se fournir en matériaux de réemploi directement. Enfin, pourquoi changer un système qui fonctionne très bien? Oui, sauf qu'il va pas se oui, OK. Ça veut dire mais toujours est-il, ouais, OK. Oui, tu as raison. Pardon, excusez-moi. Alors, est-ce que le maître d'ouvrage que tu as là, public, le Oui, seul, est-ce oui. qu'il stocke aussi chez toi des matériaux pour l'utiliser, est-ce qu'il a un grand patrimoine, ce maître d'ouvrage? Et est-ce qu'il stocke du matériau chez toi et qui va se nettoyer chez toi, traiter, réconditionner chez toi pour l'utiliser sur un autre chantier? Alors, non, ils ont un endroit de stockage Mmh. externe
Donc, nous, on le fait plutôt pour les maîtrises d'ouvrage privées, Ok. mais c'est défini dans nos contrats dès les débuts. C'est surtout quand on a pour le privé, c'est surtout quand on a des chantiers où il y a du réemploi in situ. Où, on dépose les matériaux, on les reconditionne, on les stocke chez nous, on les renvoie sur le bâtiment. Là, quand la boucle est bouclée, ça, on accepte de le faire. Si c'est quelqu'un qui veut acheter des matériaux chez nous et pouvoir les stocker dans nos entrepôts, on préfère ne pas. Et aussi, enfin, au vu du prix qu'on propose de stockage, c'est décourageant. Les maîtres d'ouvrage publics, comment ils achètent, comment ils intègrent ça dans les procédures de marché public, en fait? Est-ce qu'ils... Ouais. La question qui suit après, c'est quand ils fait construire un bâtiment par un maître d'œuvre. Ah non, pardon, quand il fait... Si, quand il fait construire un bâtiment par un maître d'œuvre privé. Ça, c'est la question. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que donc je propose un devis à l'architecte et c'est la maîtrise d'ouvrage public qui m'envoie un bon de commande directement. Ok, mais comment tu fais dans le planning? Est-ce que dans les pièces écrites, tu as écrit déjà tant et tant de pourcentage de réemploi ou tu décris une ressource qui est déjà là chez toi, mais voilà, et tu réserves, tu stockes le temps que la procédure se fait? Voilà, comment c'est fait chez toi? Moi, je suis architecte, mais on n'est pas maîtrise d'œuvre. Donc, ce qui se passe en particulier quand je travaille avec des architectes qui se fournissent en matériaux de réemploi, eh ben, en fait, ils vont se donner une petite flexibilité dans leur projet. C'est de pouvoir se donner l'option ABC. Et l'option C, c'est l'achat du neuf, déjà. Et toujours avoir en tête qu'il est nécessaire d'avoir un rétro-planning avec une date jalon qui est celle, si à partir de cette date, on n'a pas sourcé nos matériaux en réemploi, on les achète en neuf. Bon, le réemploi, c'est bien, finir des chantiers à temps, c'est mieux. Enfin, mais bon, après, ça, c'est la vision des entreprises. Et donc, si on va aussi à contre-courant de la vision de grosses entreprises ou de petites entreprises et que ça les met dans une situation de porte-à-faux, ça ne va pas non plus amener une majorité d'acteurs du bâtiment à aller vers le réemploi. Ensuite, voilà, faut pouvoir aussi être flexible dans les différents matériaux qu'on va pouvoir installer. Je prends l'exemple de prise de courant. On a proposé donc pour ce fameux bâtiment des prises de courant qui étaient des fameuses le grand mosaïque. L'architecte nous avait demandé toutes les mêmes. Bon, on en avait 40 identiques et 10 qu'on n'arrivait pas à avoir identiques. Et donc là, on a proposé une variante. Et donc, il y a une pièce qui sera réalisée juste avec d'autres types de prises, qui sont toujours la même marque, le Grand Mosaïque, mais vu que le Grand a changé sa gamme Mosaïque, maintenant, on n'est pas content. J'ai une question, c'est à nouveau une question de prix. Est-ce que quand tu récupères des matériaux de déconstruction, quand tu fais la dépose aussi, normalement, les matériaux sont gratuits ou c'est Alors, les vendu? matériaux sont gratuits. Comment ça? Parce que En fait, finalement, nous, ouais, vas-y. on travaille. Nous, on est comme des démolisseurs, sauf qu'on est des déconstructeurs. Et donc, on intervient dans un bâtiment pour pouvoir le curer entièrement. Ce n'est pas viable de travailler sans être payé. Enfin, Non, c'est pas du tout ça. Pardon, Ah. j'ai mal traduit la question. Est-ce que les matériaux que vous déposiez vous coûtent quelque chose? Non. Ok. Vous êtes payé pour être déposé, mais vous ne payez pas pour la tonne de ferraille, par exemple. Si tu déposes une poutre métallique, que tu ne fais pas parce que tu fais plutôt du second œuvre, ok, je comprends.
Ok, il y a une question que j'ai oublié de vous poser, te poser. Attends. Ah oui, comment récupérez-vous le diag ressource quand ce n'est pas vous qui réalisez le diag? Non. Eh ben, Non, 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 pardon, il y a une autre question. Ouh là là, oh, je suis désolée. pas de problème. Si, c'est ça. Non, c'est une histoire de timing. Quelque part, il y avait une question. Non, c'est bon, je crois que j'ai tout pris comme question. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question avec le micro? Peut lever la main ou juste mettre son micro. Ok, merci beaucoup. Il n'y a personne. Je vois personne. Merci beaucoup, Lambert. Ça a été vraiment très intéressant. Alors, il y a, pour ceux qui font partie du groupe de travail économie circulaire Pacte Envirobat, merci de rester avec nous. Et pour les autres, on vous souhaite une magnifique après-midi. Restez au frais ou sortez bien dans la forêt. Et à très bientôt à des conférences et des sandwichs et des visites que nous organisons. Bonne journée. Au revoir.